Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il est un passionné des insectes. Il aime communiquer sa passion et son savoir aux jeunes et aux moins jeunes également. Avec grand plaisir, je reçois Lamossois, ce passionné d'insectes, M. Tommy Saint-Laurent. Monsieur Saint-Laurent, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Saint-Laurent, j'ai longuement hésité avant de vous appeler pour faire une telle émission, parce que là, il s'est même parlé de tarentules, puis pas trop à l'aise avec ça, moi, là. Sauf qu'il m'a dit, Gaby, c'est pas dangereux, je suis en contrôle. J'espère, parce que moi, je le suis pas. Monsieur Saint-Laurent, d'où vient cette passion-là pour les insectes? Bien, ça, c'est quelque chose qui a commencé quand même très jeune. Déjà très jeune, j'aimais la nature, j'étais un passionné de la nature. Et mon grand-père, moi-même d'un jeune, je viens de milieu rural, fait que j'ai grandi en campagne. Et mon grand-père était un agriculteur qui avait un soin particulier pour la faune, puis vraiment la flore. Et à chaque fois qu'on trouvait un petit truc, il prenait toujours une attention de m'expliquer okay. tout ça. Mais ça, c'était encore très petit et j'avais un oncle qui était trappeur, qui, lui, avait sa petite boutique à côté du garage à mon grand-père et qui me mystifiait tellement. Oh, oui. À chaque fois que je voyais cette cabane-là avec des pièges, puis des fourrures, puis des pots qui pendaient, j'étais mystifié. Puis ça, tranquillement, cet oncle-là était le parrain de mon plus jeune frère et voyait mes intérêts. Fait qu'il il m'a canalisé, il m'a donné l'information pour me nourrir. Lui-même avait fait un cours en faune. Et il m'a guidé beaucoup pour commencer mes premières expériences avec la faune, avec la trappe. Mais là, en rentrant dans la nature, écoutez, on devient automatiquement un passionné quand on commence à approfondir la nature dans toutes ces beautés qu'elle nous cache. Puis j'ai vraiment développé cette passion-là. Plus je m'exposais à la nature et plus je découvrais. Puis ça a commencé vraiment avec la pêche, qui a été là, je voyais mon oncle qui faisait la pêche à la mouche sur le quai. Et là, il me disait toujours, Tommy, si tu veux devenir un bon pêcheur à mouche, il faut que tu connaisses tes insectes qui sont dans le lac où tu pêches. Au palais, OK. Fait que ça a commencé un peu avec des petits trucs. Et dire, tu prends un filet quand tu arrives dans un lac, puis tu ramasses les insectes que tu trouves. OK. Tu fouilles. Parce que c'est de la nourriture de ce qui est dans le lac. Voilà, là, une des grandes utilités des insectes, c'est la contribution à la chaîne alimentaire pour beaucoup. Oui. Et puis, c'était d'apprendre un peu déjà ce premier processus-là. Et ça a commencé un peu comme ça, malgré les ressources qui étaient disponibles, puis l'Internet qui n'existait pas encore à ce temps-là. Okay. C'était difficile d'aller chercher ces informations-là. Fait que j'y allais vraiment beaucoup avec du essai-erreur. Mais je suis devenu un bon pêcheur à mouche, même que j'agaçais souvent d'autres pêcheurs qui passaient à côté de moi avec le canot. Puis là, ils me disaient « Puis le jeune, ça mord-tu? » Là, je sortais ma chaîne à poisson bien pleine. Tiens, c'est ça. Là, il m'a demandé « Moi, je n'ai pas ni un. » Il se menait comme ça. Là, il disait « Coudonc, avec quoi tu pêches? » Avec la nourriture du lac. C'est vraiment Donc, comme ça veut dire que commencé. ce n'est pas d'hier. Cette passion-là vous est venue très jeune. Très jeune, oui. Puis ça a pris de l'ampleur aussi quand j'ai fini mon cours en foresterie. OK. Parce que, juste une parenthèse, parce que il y a quelque chose que vous avez dit là, qui m'a vraiment frappé là, quand vous parlez de la beauté cachée dans la forêt. Souvent. On va en forêt, moi je vais à la chasse, puis tout ça, on surveille le gros gibier, on surveille le petit gibier. Mais une chose qu'on oublie peut-être de surveiller, c'est ce qu'il y a après l'arbre, après une branche. Là, il y a des mystères. C'est vraiment fascinant de voir comment les insectes qui sont présents depuis 300 millions d'années ont appris à se dissimuler, à se confondre dans le décor pour justement pouvoir survivre et s'adapter à tous les écosystèmes. Et bien souvent, on va à la chasse ou à la pêche, et là, on a des temps morts entre la chasse puis en attente du gibier ou en attente du poisson. Et là, on peut avoir le temps, parce que notre train de vie d'aujourd'hui est tellement rapide
qu'on a perdu un peu ces Ça, habitudes-là, c'est vrai. de vraiment prendre le d'aller temps en forêt, d'observer. d'observer, exactement. Et c'est souvent dans ces opportunités-là qu'on découvre vraiment ce qui s'y dissimule et qui est tellement beau, à mon sens, à moi. Et les insectes font partie de la faune, sont des animaux. Hein. Fait qu'on Oui, les oublie malgré tout, puis oui, on c'est pense vrai. qu'ils viennent de Mars. Quand on dit que, oui, exactement, quand on dit très souvent que le gibier va se cacher, va se perdre en forêt, je ne sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé, en tous les cas, de passer à peu près à 3 pieds d'une perdrix qui avait les ailes étendues, puis si elle n'avait pas bougé, là, je l'aurais jamais vue, puis j'étais à peu près à 3 pieds d'elle. Fait que c'est vrai que ça se C'est carrément un processus d'adaptation, d'évolution. Puis même, c'est des techniques chez des variétés d'insectes qui ont mis à profit. Contrairement à d'autres, des fois, qui vont utiliser des couleurs, des formes, des textures pour même repousser des prédateurs. Fait que c'est l'éventail est large Oui, dans les exactement. stratégies adoptées par les insectes. Et ça, c'est magnifique. Parce que vous avez été étudiant en soins infirmiers, vous êtes dirigé en foresterie, vous avez eu un DEP en aménagement de la forêt pour devenir un passionné. Oui. Ben, ça, c'est drôle, hein? J'ai un drôle de cheminement. Ben oui, un peu, parce que quand j'ai vu ça dans mes notes, j'ai dit, oh là, il part de soins infirmiers, mais ça veut dire... Ben, c'est que déjà, j'ai toujours eu ce contact-là avec les humains que j'aimais beaucoup. Et je suis quelqu'un qui a cet aspect social-là où je prends du plaisir à partager. Et ça, dans les soins infirmiers, je le retrouvais. Et j'aimais OK. beaucoup cet aspect-là du métier. Par contre, c'était en 98, il y avait des coupures dans la santé. Puis ils nous disaient qu'on ne travaillerait pas là-dedans. Fait que j'ai dit, bon, je voulais revenir en région parce qu'à ce moment-là, j'étais à Lévis-Lauzon, j'étais près de Québec. OK. Et je voulais trouver le métier qui allait me permettre aussi de revenir dans mon milieu d'enfance. Puis je trouvais que la foresterie, c'était un bon compromis. La faune m'intéressait beaucoup. Je voulais faire au début agent de la faune, mais c'était super difficile de trouver du placement dans ce métier-là à ce moment-là. Fait qu'on m'avait dit, en foresterie, là, tu te tromperas pas, tu vas travailler, il y a de l'ouvrage, puis tu vas voir, c'est principalement les mêmes cours que la faune, puis au lieu de t'occuper des animaux, tu t'occupes des arbres. Exactement. Bon, ben, écoutez, ça a été un compromis à faire. Je suis revenu en région, j'ai trouvé ça satisfaisant. Ça m'a permis aussi d'avoir cette connaissance-là pour les plantes qui m'a rapproché aussi tranquillement Voilà. des Parce insectes. qu'on va en reparler aussi un petit peu tantôt, avec des arbres fruitiers qui attirent les oiseaux et les papillons, etc. Avant, parce que je veux pas qu'on manque de temps, fait qu'on va y aller tout de suite avec ces bébites-là. Bon, montrez-nous, ça là, c'est quoi ça? On va demander peut-être là à Steven Goyer. Je peux-tu apprendre? Ben non, non. Celui-là, Non, mais je veux dire, prendre le bocal, il faut s'entendre. Ah, non, si vous voulez apprendre, vous, regarde, je vous la laisse, il n'y a pas de problème. Ben, pour vous montrer, celui-là, Fait que ça va être à la caméra qu'il y a ici. c'est un adogène troglodyte. C'est un scorpion. Hop là, OK, non, mais... Chez les scorpions, je reste loin, mais il n'y a pas de problème. on est dans l'exotique. Et puis, c'est ça. Dans la manipulation, ça prend quand même un certain niveau d'expérimentation, d'expérience, où OK, on là, peut on voir la que voit bien, là, celui-là, c'est une variété qui est quand même pas trop agressive, qui est assez calme. Échappez-la pas, là. OK. Il y a un déplacement qui est quand même lent, fait que ça le rend très docile et c'est OK. agréable de pouvoir le manipuler là, quand on sait à quoi Bon, on là, s'attend. dites-moi, ça d'abord, ça vit à quel endroit? C'est des scorpions qu'on va retrouver un petit peu partout dans le monde, mais principalement, on va les retrouver dans les pays chauds comme en Amérique du Sud ou en Afrique. Lui, son nom commun, c'est le scorpion flat rock. Et le flat rock, lui, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est très mince. Il va s'insérer souvent dans des crevasses de roches et tout ça. Puis il va faire son travail. C'est pas un scorpion, parce que tous les scorpions, la famille des arachnides sont venimeux. C'est pas un qui est mortel. Par contre, comme Mais toutes les est-ce qu'il arachnides, pique? Comme là, il vient de se lever, là. Est-ce qu'il pique? tous les scorpions, toutes les arachnides peuvent vous créer certains préjudices. Chez les arachnides, c'est plus vous mordre, tandis que chez les scorpions, c'est souvent vous piquer. Ils sont principalement tous venimeux, mais les toxicités peuvent varier d'un individu à l'autre ou de l'espèce. Celui-là, ben, il y a un venin qui est à base de cytotoxine, qui, je vous dirais, n'est pas plus néfaste finalement qu'une guêpe, mais peut-être 3-4 fois la douleur d'une piqûre de guêpe pour l'effet de la piqûre. Oh, là. Pas agréable, mais pas Non. mortel.
Fait OK. que, il y a une différence entre venimeux et mortel, hein, parce que toutes les guêpes sont venimeuses, puis pourtant on les craint pas autant qu'on craindrait, on aurait de la crainte envers les scorpions. Fait que ça, c'est un fait qui fait que ça nous rassure quand on les élève en vivarium. Faut surtout connaître l'espèce qu'on manipule. Comment vous l'avez eu, lui? Celui-là, ben, ça vient par des compagnies d'exportation d'animaux exotiques. Chez les arachnides, c'est des prédateurs d'insectes, donc c'est possible pour principalement tous les individus de pouvoir en obtenir. OK. C'est sûr que, comme professionnel des insectes, je ne recommande pas à des débutants des spécimens qui sont très gros, qui sont très venimeux, parce qu'on va avoir différents types de toxicité. On a la cytotoxine, comme je vous disais, qui est beaucoup moins pénible, qui a une douleur, on dit qu'il y a une toxicité moyenne. Mais si vous grimpez, vous allez dans des scorpions à base de neurotoxines, là, on parle que ça a un effet sur le système nerveux. Et là, ça peut vous causer des paralysies partielles pour 3-4 jours. Ça peut être très désagréable. Sans dire qu'ils sont mortels, parce que le pourcentage, si je ne me trompe pas, est d'environ 3,6% chez les mortels. OK. On parle, je pense, de 9 scorpions qui seraient mortels dans le monde, là. Fait que lui, on va... Bye-bye, on va le mettre de côté. On va laisser une petite Je vais vous le pause. laisser. Soyez pas inquiets, je ne l'emporte pas chez nous. Ici, OK. Fait que ça va être... Lui, là, c'est-tu malin, ça, là? Ceux-là, non, sont pas agressifs. C'est une variété. Mais je vais vous le laisser pareil. Disons que j'y tiens pas. Bon, ça va être à la caméra, là. OK, ici. Non, OK. C'est correct, Stéphane? OK. Bon, expliquez-nous, c'est quoi cette bébête-là? Cette Eh, monsieur, magnifique bestiole, c'est un amblyphyge. On les appelle aussi les phrines ou les amblyphygies. C'est des araignées préhistoriques, un peu, finalement. OK. Ils sont à mi-chemin entre... parce qu'ils font partie de la famille des arachnides. Au départ, il faut savoir que ils sont très proches parents des scorpions, des tarentules et des autres araignées. Mais ils sont quand même... Juste tourner peut-être un petit peu pour qu'on... Bon, OK, de même, parce qu'on le voit bien, là, à la caméra. OK. Et cette variété-là est une variété qui vit dans les cavernes principalement. On pourrait quasiment dire même qu'elle est presque aveugle. Et il va utiliser ce qu'on voit ici, qui est son fouet. En anglais, on l'appelle The Whip Scorpion with No Tail, qui dans le fond, en réalité, est un scorpion à fouet sans queue. Parce qu'il est vraiment à mi-chemin entre le scorpion et l'araignée. Ah, OK. Ça en fait une belle créature, mais... que c'est... Je n'aime pas le mot malin, là. Est-ce que c'est... Est-ce que... Il pique-tu? Mettons, là, je le prendrai pas, soyez pas inquiète, mais... Celle-là, je serais à l'aise de vous le prêter quand même, parce que c'est vraiment une variété d'arachnides qui n'est pas agressive. Elle a quand même ce qu'on appelle les pédipalpes en avant, ce qui est l'équivalent un peu de ses mains ou ses pinces chez les scorpions. OK. Et Parfait, parfait. cette petite partie-là du corps sert à attraper la nourriture. Elle pourrait, dans une optique où elle se sentirait menacée, utiliser les pédipalpes pour se défendre. OK. Mais ça ne causerait pas de dommages au niveau de la peau. Ça ne transpercerait pas la peau. Fait, on pourrait sentir un léger pincement qui peut nous faire sursauter, là. OK. Mais c'est pas une variété dangereuse. Ça, on en voit où? C'est un peu comme chez les scorpions. On les retrouve souvent dans les pays qui sont très chauds, très humides, dans les cavernes, entre autres. En Amérique du Sud, on en retrouve. En Afrique, on en retrouve aussi. C'est ça. Les autres, là, ils vont être beaucoup dans les milieux comme la jungle et ces endroits-là, là, où ils sont très discrets. Et ils vont aimer beaucoup la noirceur, les cavernes. C'est pour ça que là, en plein jour, ils sont calmes. Ça, là, ça mange quoi? Vous les nourrissez comment? Et ça, c'est là, il faut utiliser aussi d'autres habiletés en entomologie. C'est que moi, j'ai mes propres élevages de grillons. Ah, OK. Et chez les prédateurs d'insectes, l'insecte passe partout pour nourrir les prédateurs d'insectes. C'est vraiment le grillon. Le grillon, c'est quelque chose qui s'élève assez bien. Puis, il faut juste aimer la musique qu'il fait. Oui, c'est ça, par exemple, exactement, oui. Parce que c'est pas l'orchestre symphonique. Fait que le fouet, vous voyez ici, OK. là, Ben oui, elle là, le fait aller. Ah, ben oui. Et c'est un peu comme une canne chez un aveugle. Ah, OK. Elle va tâter son environnement avec ce C'est pour fouet-là. ça que c'est grand comme ça, il peut faire Oui. son contour complet, là, il peut faire le tour. Elle va détecter son environnement. Ça va être un peu même l'équivalent de son nez. Elle va capter les phéromones. Et c'est ça qui va lui dire s'il y a de la nourriture près d'elle. En même temps, les obstacles qui l'entourent. Fait que c'est l'équivalent de ses yeux, de son nez, finalement. Ah, OK. Bon, là,
là, vous avez apporté une glacière parce qu'il y a des petites, des petits, Des des petites papillons. bébites, des petites bébites. Ah, il veut pas y aller, lui. Ben, on finit par s'attacher, hein. OK, bon. Eux autres aussi, il faut croire. Ouais, Mais, oui, c'est ça, exactement. Fait que en même temps, on a souvent peur d'eux autres, mais ils sont quand même très fragiles. Fait qu'il faut les manipuler dans le but de. C'est pas pour moi que j'ai peur, c'est plus pour eux autres. Bon, là, on va montrer aux gens, c'est dans une glacière, parce qu'il faut que ça reste au froid, c'est ça? Ben, en réalité, ils pourraient vivre très bien au chaud, mais le procédé, moi, j'utilise parce que j'ai développé beaucoup d'affinités pour les papillons nocturnes. Ah, OK. Les papillons OK. nocturnes, c'est une espèce, surtout la famille des Saturnidés, qui se manipule bien parce que ils vont vivre et ils ne sont pas obligés de se nourrir. Leur durée de vie est très courte. Ah oui? On parle d'une durée de vie, bon, c'est sûr que ça dépend dans le milieu où ils sont. S'ils sont dans la nature, l'espérance de vie est très basse. On parle plus de 12 à 24 heures avant qu'ils se fassent prédater, bien souvent. Oui. Puis Et il se fait prédater par qui? ça va Les être oiseaux? souvent les oiseaux. Les oiseaux? Ça OK. peut être aussi les chauves-souris. OK. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Et la mort est très cruelle quand c'est un prédateur comme ça. OK. Fait que là, je vois. Monsieur, qu'il est beau, ce papillon. Celui-là, Faudrait je vais juste le tourner changer, pour oui. essayer de le montrer à la caméra. Parce que là, il vient de s'ouvrir les ailes. C'était vraiment de Quand toute on manipule beauté. un papillon, on le prend toujours par le corps comme ça OK. pour essayer de ne pas abîmer les ailes. OK. Fait que là, on va demander qu'il est beau. C'est quelle sorte de papillon? Celui-là, c'est un polyphème d'Amérique. Il est dans la grande famille des Saturnidés. OK, comme ça. Ah oui, alors, on Et- le voit très bien. Là. Et OK. chez les Saturnidés, on les appelle pas les Saturnidés pour rien. C'est qu'ils ont des beaux gros ronds sur les ailes Ouais. postérieures Exactement, et oui. même sur les ailes supérieures souvent. Et ça, cette famille-là, c'est les plus gros papillons nocturnes qu'on retrouve ici au Québec. Ah, OK. Et ils sortent principalement durant le mois de juin. Et c'est pour ça qu'on les on en voit a chez pas nous. longtemps. Oui, On en a chez nous. oui, c'est pas des papillons rares, c'est des papillons qui sont quand même assez communs. Et depuis plusieurs années, on les voit de plus en plus parce qu'on a eu souvent des hivers plus doux. Ah, OK. Et grâce à cette température-là, le taux d'éclosion est meilleur. Donc, il en sort plus. Donc, plus d'opportunités d'y voir. OK. Ils vont sortir en période nocturne, entre souvent minuit et 3 heures du matin. Fait qu'il faut être chanceux souvent pour les attraper très tôt le matin. Ou si vous êtes un veilleur, d'un fois, sorti des bars. À la sortie des bars, OK. Mais il faut être à jeun. Parce qu'ils ont dû rappeler Ils sûrement. sont très bons dans le camouflage. Oui, parce que j'ai l'impression que sur un arbre, il va aller se camoufler à quel endroit? Sur les Souvent. arbres? Oui, ben, ce qui arrive, c'est qu'il faut quand même être conscient qu'il y a deux sexes. Il y a le mâle et la OK. femelle. La femelle va être beaucoup plus passive. Et elle, ce qu'elle va faire, elle va se poser sur un arbre. Et à l'aide de son abdomen, elle va produire des phéromones. Elle va propager ces phéromones-là qui vont se distancer dans l'air et qui vont permettre au mâle de la retrouver. Le mâle, lui, va avoir des antennes plumeuses, beaucoup plus grosses, qui vont capter ces phéromones-là et qui va lui indiquer le chemin à parcourir pour trouver la femelle et créer l'accouplement. Ça, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Celle-là, c'est une femelle. OK. Parce Mais là, que là, elle a dites-moi, des oui. petites antennes. OK. Ouais. Dites-moi une chose, là. On est en studio, vous l'avez dans votre main. Pourquoi il ne part pas voler? C'est la raison pourquoi je l'amène dans une glacière. Ah, OK. Ah, OK, OK. Et ça nous permet d'avoir quelques temps pour l'observer, le temps qu'elle se réchauffe. C'est sûr que si on attend trop longtemps, ce qui va arriver, c'est que le nympholymphe, qui est l'équivalent du sang chez les humains, va s'activer dans son corps, va se réchauffer Puis là, ça va lui permettre de se dégourdir. dégourdir puis de partir. et de s'envoler. Parce que ces papillons-là vont faire une dormance hivernale dans leur cocon ou dans leur chrysalide qui est à l'intérieur du cocon. Et puis, ils vont en sortir très tôt au printemps. Et ils supportent quand même assez bien le froid. Mais pas trop froid non plus parce que là, on peut les euthanasier s'ils sont trop gros froids. S'ils sont trop- OK. On va passer, non, parce que le temps passe réellement trop vite, tout simplement. Fait que là, on va le remettre dans la glacière. Tiens, petit, tu vas t'en aller là. Et là, je vais vous montrer celui qui est mon préféré. Celui Hop là! d'où ma passion est partie. Et qu'il est beau. Parce que vraiment, cet intérêt-là pour les insectes, je l'avais depuis longtemps. Mais le déclencheur qui me lançait finalement à partir de mon entreprise à développer les insectes, ça a vraiment été ce papillon-là pour qui
j'ai développé vraiment un amour particulière parce que c'est le plus gros qu'on retrouve vraiment ici au Québec. Celui-là ici, c'est le cécropia. Et là, elle est en train de se dégourdir, la petite. Oui, je pense que oui. Hein? Et je dis la petite, mais vous voyez ma main, là, ça fait quand même un spécimen de taille. Là, est-ce qu'il peut partir, là? Non, ça peut prendre encore un certain temps, le temps là, qu'elle retrouve un peu ses esprits. Mais là, c'est ça, elle active tranquillement ses ailes Ben oui. pour justement faire circuler la nympholymphe. Ça, c'est un papillon que l'on retrouve chez nous ici aussi. Oui, le cécropia, on le retrouve partout au Québec. On le retrouve même dans d'autres pays, mais il porte différents noms et il y a des modifications un petit peu au niveau des couleurs et tout ça. Mais il reste toujours dans la même famille qu'on appelle la famille des Saturnidés. Mais il est tellement beau. Là, il commence à se réveiller. Ça, c'est un mâle ou une femelle? Celle-là, c'est une femelle aussi. OK. Est-ce que c'est le même principe que l'autre? Oui, même principe parce que du fait qu'ils sont dans la même famille, ils ont des ressemblances au niveau des comportements qui sont pratiquement identiques. Mais c'est surtout les formes, les couleurs qui vont différer un petit peu. Et vous l'appelez comment, celui-là? Celui-là, c'est un cécropia. On l'appelle Hyalophora cécropia, du nom latin, là, mais dans le nom commun, on l'appelle le cécropia. Ça fait une très grosse chenille verte là, qui est très intimidante, que les gens trouvent affreuse, là, mais vous voyez, des fois... Parce que tout ça part d'une chenille, là, tout le temps, là, hein, c'est ça? Ça peut être autant affreux, mais devenir aussi beau. Oui, exactement, oui. Fait que là, on va le serrer avant qu'il parte et qu'il s'en aille trouver notre caméraman. Et souvent, en pleine nuit, ils sont très intimidants. Quand on les voit pas sur un aspect d'une lumière ou tout ça, les gens, des fois, pensent même que c'est des chauves-souris tellement ils sont gros. Ah oui. Bon, ça, c'est... Et celui-là ici, c'est le préféré de tous. Ouais. C'est un qui est magnifique. Vraiment, c'est un de nos plus beaux. Lui, malheureusement, je ne sais pas. On va essayer de le passer à la caméra. Parce je ne sais pas si le ton de vert va faire... Il y a quand même un vert très pâle. Oh, lui aussi, il commence il réagit un petit peu plus à la chaleur. Je dirais que dans nos Saturnidés, c'est un qui résiste le mieux au froid. Ça, c'est un papillon-lune. C'est ça? Oui, exactement. Ben moi, je vais vous conter une chose, là, Tommy, que je vous ai conté avant l'émission, puis il m'a trouvé tellement chanceux. Oui. C'est que sur mon terrain, à mon chalet, j'en ai vu un naître. En ce sens que mon voisin de chalet, Pierre Cardinal, qui est quand même lui aussi un amateur de ces genres d'insectes-là, on l'a vu, lui il l'a vu, le matin, c'était une toute petite chenille qui commençait. C'est lui qui m'a dit, ça, Gaby, c'est un papillon-lune. Il va grossir. J'avais de la misère un peu là, avec ça, mais il était tellement près de nous autres que je l'ai posé. On l'a vu se développer toute la journée. Toute la journée, jusqu'à temps que vers 5 heures le soir, il est parti. Je pense qu'il va vouloir le serrer. Ça se peut-tu? Ouais, je pense qu'on va le resserrer un petit peu, parce que ça. je voyais, c'est souvent ça qui arrive quand le métabolisme se remet à on. En tout cas, pour finir mon histoire, là, c'est que on l'a vu grossir jusqu'à temps qu'il devienne un papillon. Comme ça, c'était sur un bouleau, puis je l'ai posé, en tout cas, j'ai pris peut-être 100 photos, là, qui s'est développé tranquillement. Et à un certain moment donné, vers 16-17 heures, on a passé et il n'était plus là. Souvent, c'est ça, le processus de développement pour les ailes s'étale sur à peu près 1 heure. Et après, ils vont quand même être très amorphes. Ils vont encore patienter là, un bon temps pour que, des fois, ce soit une poussée du vent qui les incite à décoller. Sur ma page Facebook, là, on peut en voir un se développer du début à la fin, sortir du cocon. Puis c'est surprenant, des fois, on voit le cocon, c'est très résistant, mais ils sont dotés de petites griffes au bout de leurs pattes qui leur permettent de s'agripper. Et là, ils grattent le cocon, et là, on voit ça, là, c'est quand même, c'est vraiment un privilège de les voir travailler aussi fort. Vous m'avez dit que j'étais un homme vraiment chanceux de pouvoir. C'est très dur d'avoir le timing avec eux autres. Exactement. Ça, c'est dû à mon voisin de chalet, le Pierre Cardinal, merci. qui lui, il l'a vu en premier. Fait que là, on a été comme passionnés. On a passé la journée à passer, puis à le surveiller, puis c'était vraiment extraordinaire.
On dit que vous bonifiez les normes d'aménagement pour garder les arbres fruitiers qui attirent les oiseaux et les papillons. C'est vrai que les arbres fruitiers, c'est vraiment spécial. Oui, bien, ce qui arrive, c'est que, bon, je suis producteur forestier depuis 10 ans et on a aménagé notre propriété. Moi, j'ai 4 lots privés. J'ai 160 hectares de forêt privée que j'ai aménagé c'est sûr que de mon parcours de forestier, j'avais déjà certaines habiletés pour faire l'aménagement, mais j'ai bonifié parce que les normes qui sont déjà présentes, au départ, n'encourageaient pas d'avoir des essences, souvent fruitières, ou même à la limite qu'on disait indésirables, comme le saule et l'aune, par crainte de compétitionner l'essence désirée. Et bon, moi, j'étais un petit peu conservateur et je me disais, l'impact qu'il y a à ne pas en conserver, et puis là, il ne faut pas ambitionner non plus, parce que c'est sûr que ça crée une compétition pour l'essence désirée, mais si on a une bonne conscience, on fait une bonne gestion, puis qu'on en laisse un de façon stratégique, ça peut juste avoir une bonne incidence pour nourrir les insectes, les chenilles, les larves de certains insectes qu'on va retrouver dans la nature et qui vont être tout près, puis qui vont nous permettre d'en avoir plus. J'ai mis l'accent là-dessus beaucoup dans le développement. Qu'est-ce que vous faites avec vos papillons une fois qu'ils sont attrapés? On peut faire différentes affaires, mais normalement, ce que je fais, c'est que je les utilise, et ceux-là ne proviennent pas de la nature, hein. Ils viennent d'un élevage. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris quelques spécimens de la nature, je les ai accouplés, et après ça, je les ai mis en coffret naturalisé. Parce que comme leur espérance de vie, de toute façon, est d'environ un maximum de 2 semaines, ils vont mourir, c'est sûr. Fait que, tu sais, à part de peut-être là, voler un lunch à un oiseau, là, et c'est triste, là, mais ils m'en veulent pas, je leur laisse des arbres fruitiers en échange. Ouais, exactement. C'était un bon échange. C'était un bon même, échange. Oui. Mais souvent, c'est ça. Moi, je les retire, je les élève, je les accoupe, je prends les œufs, parce que ça pond quand même une centaine d'œufs. Oh, oui. Mais dans la nature, le taux d'éclosion est beaucoup plus faible. On parle peut-être de 50% qui vont survivre. Tandis qu'en élevage, on a un bien meilleur taux d'éclosion. Fait qu'on n'a pas d'incidence néfaste sur les écosystèmes en faisant de l'élevage. Et ça me permet d'en avoir plus et de les utiliser dans les activités. Quel serait le rêve de Tommy Saint-Laurent? Ben, mon rêve, en réalité, je l'ai un petit peu, je suis un peu dedans présentement. C'était de fonder un mini-insectarium, de mettre en place un projet qui valorisait les insectes. Et ça, bon, le labyrinthe des insectes, qui est devenu un attrait touristique depuis juin de l'année passée, et a maintenant une demi-année de fête, et je suis très satisfait. On a offert le service entomologique à plus de 3000 personnes. Autant on peut se déplacer qu'on peut recevoir. Et là, on a ouvert récemment à Amos, au sous-sol de la Maison du Tourisme, le mini-insectarium, qui est vraiment une sélection spécifique de tous les insectes qu'on peut voir dans le monde, y compris nos abitibiens. Puis, je suis dedans. Et là, bon, c'est sûr que les avoir comme ça, c'est le fun, mais de voyager et les étudier à l'extérieur du pays, ça, c'est la prochaine étape de mon rêve. Monsieur Saint-Laurent, merci infiniment de vous être présenté à cette émission, puis de nous avoir apporté de si beaux spécimens. Alors, ceux qui veulent en visiter, c'est à Amos, exactement. Alors, on invite les gens à y aller en grand nombre et aller voir cette très belle exposition. Monsieur Saint-Laurent, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Lacasse. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.